Parler d'abord. Et agir ensuite. Malheureusement, on parle beaucoup, on n'agit pas. Il a un peu raison, hein. On parle beaucoup, mais on n'agit pas. Mais je pense que là, on a la chance. On a une chance qu'il nous faut absolument saisir. Je pense que 2020, on disait que c'était l'année de notre année. Je pense que définitivement, ça va l'être. Parce que c'est l'année du choix. C'est l'année du choix. Et autant individuellement, on a dit de porter le masque sinon tu attrapes le coronavirus, on a refusé de le porter. Bon, ben, c'est le choix. Mais au jour d'aujourd'hui, le Mali a le choix. Il a plusieurs directions devant lui. Et 2020 va être l'année après laquelle nos enfants vont nous dire mais pourtant vous aviez la possibilité de changer le cours de l'histoire. Bravo, vous l'avez fait. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Et j'espère que ça va être le bravo. C'est un virage qu'il faut savoir négocier. Ouais. Alors, au cours de ces interventions, on se rend compte que les gens ont quand même beaucoup d'attentes. Monsieur Makamoussa Sissoko vis-à-vis de la transition. Célia en parlait tout à l'heure. L'éducation, la santé, la justice. On parle de la refonte du système électoral, la sécurité. Est-ce qu'en un coup de baguette magique, le gouvernement de transition pourra évacuer tous ces problèmes? Est-ce que ces attentes-là sont réalistes, M. Makamoussa Sissoko? Non, ces attentes ne peuvent pas être réalistes. Un pouvoir de transition, c'est pour remettre la machine en marche, ce n'est pas pour résoudre tous les problèmes. Parce que les problèmes sont tels que si on se conçoit démocrate, s'il appartient au pouvoir élu de satisfaire les besoins essentiels de la population. La transition doit permettre simplement à la réinstallation de ce pouvoir. Il ne faut pas demander à un pouvoir de transition de régler tous les problèmes de l'école. Il ne faut pas demander à un pouvoir de transition, parce qu'il y a l'agenda 2030 qui est là, qui existe, que les États doivent gérer. En tout cas, ils doivent amorcer la pompe. Ceux qui viennent doivent remettre les compteurs à zéro, dire voilà, nous pensons que pour revenir à la démocratie, nous pensons pour revenir à un état de droit, voilà le paquet minimum qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse avancer. Il s'agit de là, de se parler, comme elle a dit au commencement, était le verbe. Tout commence par la parole. Deux forums qui sont en train d'organiser va leur permettre de savoir où est-ce qu'il faut mettre le curseur rapidement. Mais ils ne pourront jamais régler tous les problèmes. C'est énorme. Donc il faut des élections. Impérativement, dans un régime démocratique, seule l'élection permet d'accéder au pouvoir. Donc il nous faut nécessairement se donner les moyens d'organiser les élections le plus rapidement possible. Évidemment qu'on ne peut pas le faire dans un désordre. Il faut que le pouvoir de transition ait le temps de remettre les pendules à l'heure, de remettre l'État en marche. Mais sans vous couper, mais en 2012, on s'est précipité pour organiser des élections, installer un gouvernement. On s'est rendu compte après que ce gouvernement-là n'a pas pu mettre en œuvre les réformes nécessaires pour le pays. Est-ce qu'il ne faut pas tirer les leçons et les enseignements de 2012 Mais pourquoi vous prenez l'exemple de 2012, vous ne prenez pas l'exemple de 92 ou de 68? Non, 68, ça a été un coup d'État. C'est un changement total de régime. Mais la transition de 92 a duré 14 mois. Ça a permis de remettre une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, beaucoup de choses, la charte des partis, proclamer les libertés fondamentales. C'est la première fois que le titre premier de la Constitution a été consacré aux droits et devoirs de la personne humaine en République du Mali. C'est quand même une étape fondamentale. Ils ont réalisé ça en 14 mois. Parce qu'en 2012, c'est la folie absolue ce qui s'est passé. Ça, c'était vraiment le coup d'État le plus absurde qui ait jamais existé. Heureusement qu'on n'est pas dans cette situation. On est dans une meilleure situation aujourd'hui qu'en 2012 quand même. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Des déserteurs ont fait un coup d'État, ils ont dit c'est parce qu'ils refusaient d'aller au front. Ils ont fait le coup d'État, tous ceux qui étaient au front ont débrayé pour venir à Bamako. C'est ça la réalité, il ne faut pas cacher. Cette fois-ci, il y avait des problèmes politiques qui ont été réglés par une jeune qui jusqu'à présent n'a pas fait de faux pas pour le moment. Il faut les laisser réorganiser tranquillement.
Merci beaucoup, M. Makamoussa. Oui, je voudrais réagir parce que je suis un peu perturbée, parce que je me dis, est-ce que l'objectif, c'est d'organiser des élections? Est-ce que c'est pas aussi de poser un cadre, d'indiquer une direction, de se dire, nous Maliens, aujourd'hui, voici l'État dont nous voulons, voici le citoyen dont nous voulons, voici, comme vous l'avez dit, les relations entre l'État et les citoyens que nous désirons avoir. Parce que, quoi qu'on dise, en 91, j'habitais pas encore au Mali, mais je suis, le délitement entre le manque de confiance entre État et population n'était pas aussi exacerbé. Je veux dire, politiquement, oui, mais il y avait un minimum le fameux autorité de l'État dont vous parlez qui existait. Aujourd'hui, le Malien, il est laissé à lui-même, comme vous donniez l'exemple tout à l'heure de freiner au stop ou de passer au feu rouge. Et donc, aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut vraiment... c'est comme une machine dont toutes les vis, tous les écrous sont défaits. Et il faut peut-être resserrer un tout petit peu, de sorte à ce que la machine puisse avancer. Parce que si on part tout de suite vers les élections, comme a dit Boubacar Sangaré, on risque d'aller encore vers un nouveau crash, parce que les problèmes fondamentaux du Mali n'auront même pas été approchés. Or, je pense qu'il faut qu'on commence la réflexion, en même temps qu'on prépare des élections, qu'on ait une vraie réflexion sur... comment est-ce que cet État doit fonctionner, mais aussi adresser, on dit que c'est pas réaliste ce que les gens demandent, si, c'est réaliste, parce qu'ils veulent voir qu'on s'occupe d'eux. Le peuple malien veut voir que ceux qui sont à sa tête ont son bien-être comme préoccupation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut rapidement, même si on veut, parce que si on ne le fait pas, quand on va dire dans 12 mois, on va au référendum, on va quelque chose, les gens vont se refuser, Antéabana va ressusciter. Donc, il faut que les gens se sentent embarqués dans une dynamique de changement, dans une dynamique de mieux-être, de meilleure gestion, de meilleure participation, de plus d'inclusivité, etc., de meilleure justice, etc. Même si tout ne va pas être fait en même temps, mais qu'il y ait des actes clairs qui soient posés, qui démontrent au peuple malien, voilà, on est en train d'évoluer, embarquez avec nous vers le nouveau Mali. Donc, quand on ne l'aura pas fait, les gens vont se lever et puis on va avoir, tous les 6 ans, on va avoir des manifestations populaires et peut-être des coups d'État. Non, ce que j'ai dit, il faut refonder l'État. Ça, on est d'accord là-dessus. Il faut remettre les compteurs à zéro, repartir sur de nouvelles bases. Mais il ne s'agit pas de gérer tous les problèmes. C'est clair, ce ne sera pas possible. Voilà. Ce qui est exprimé en réalité à travers ces préoccupations, c'est l'aspiration à mieux d'État. Mieux d'État, comme l'a dit aussi Ibrahim Maïga, mieux d'État partout. Ouais. Cela d'Almeida, parmi les réactions et les propositions qu'on voit, on remarque aussi que la classe politique en prend pour son Ah oui. Et il y a des gens qui revendiquent un renouvellement de la classe politique. Est-ce que vous pensez que cette revendication est fondée? Je pense que, comme disait le coordinateur de Bembéré, que les hommes politiques suivent beaucoup les réseaux sociaux. Parce que depuis quelques jours, nos journalistes, quand on va les interviewer, le discours est il faut quand même des hommes d'expérience pour diriger l'État. Histoire de dire aux jeunes, attendez, votre histoire de tout renouveler, on envoie les anciens à la poubelle, attention. Il faut des gens qui connaissent le fonctionnement de l'État. On ne peut pas tout changer, c'est clair. Pourquoi est-ce que les petits-enfants s'asseyent au pied des grands-parents pour écouter les histoires? Parce qu'il y a une transmission de connaissances, une transmission de savoir qui se fait. Donc on ne peut pas dire l'ancienne génération, on la met à la poubelle et on amène une jeune génération qui malheureusement n'est pas très formée aussi aux choses de l'État, aux choses politiques. On a des jeunes qui sont en responsabilité, mais qui n'ont pas fait le parcours de formation réelle pour savoir comment est-ce qu'un État fonctionne, comment est-ce qu'on gère un département ministériel, comment est-ce que... Et donc, quelque part, si on se dit, oui, bon, on fait du jeunisme, comme on dit, ça risque d'être le péril jeune. On ne sait pas ce qu'on veut, on veut redresser le Mali. Mais je suis convaincue aussi qu'il y a des valeurs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui des compétences et qu'on a un peu dégoûté de la chose de l'État.
c'est une réalité. Certains sont arrivés aux affaires, ont été malmenés, traînés dans des histoires bizarres et se sont retirés. Beaucoup sont venus de l'extérieur, il y a 5-6 ans, pour venir contribuer. Et rapidement, ils sont repartis. Parce qu'on ne les laissait pas déployer le potentiel qu'ils avaient. Donc ces personnalités, je pense que le Mali les connaît, et le Mali peut retourner vers elles, et aussi permettre à ceux qui sont là aujourd'hui d'apprendre auprès des anciens. Donc il va falloir faire un savant mélange en fait. Il va falloir faire un savant mélange, mais faire attention pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on a changé de privilégiés, mais que les privilèges sont restés. Voilà. Il est important que les gens voient que ceux qui viennent mettre la main à la pâte aujourd'hui le font par patriotisme, le font parce qu'ils ont envie de voir bouger les choses au Mali et non parce que ça permet de prendre sa part du gâteau. Merci beaucoup Sylvia Dalmeida. Je vais me tourner vers M. Ibrahim Maïga, toujours dans ce débat sur le contenu de la transition. Est-ce que vous, selon vous, quelles doivent être les priorités aujourd'hui? Alors peut-être juste avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, rebondir un petit peu sur ce qui a été évoqué par M. Sissoko et Mme Dalmeida. Je pense que le Mali a souvent été comparé à un véhicule défectueux qu'on essaye de réparer alors qu'il roule. Je pense que c'est une image qui colle assez bien finalement à ce qui a été tenté au Mali au cours de la dernière décennie. On a essayé de réformer en se disant qu'on n'avait pas le temps d'attendre 5 ans, 10 ans et qu'il fallait aller au plus urgent. Je pense qu'il est peut-être temps qu'on se gare chez le mécanicien, qu'on démonte le véhicule, qu'on le répare pour ensuite le redémarrer réellement. Tout ça pour dire que je crois que ce qui est fondamental finalement, c'est de donner un contenu à la transition. Et pour répondre à votre question, je crois qu'il faut des réformes qui jettent les bases de la refondation et du renouveau. On a une expérience, vous avez évoqué celle de 92. Alors, celle de 92 nous a conduit à un coup d'État en 2012. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, vous me direz que tout n'est pas de la faute de ceux qui ont élaboré la Constitution et de ceux qui ont géré les 20 années qui ont suivi. Mais quoi qu'il en soit, on a connu une rupture en 2012. 2012, les ruptures se sont davantage rapprochées. C'est-à-dire qu'on n'attend plus 20 ans en fait, pour connaître un coup de force ou une interruption du fonctionnement régulier des institutions. 2012, 2020, 8 ans. Mon inquiétude et ma préoccupation, c'est que si on continue avec les mêmes recettes qui ont en partie échoué, c'est que ce moment fatidique ne soit encore davantage rapproché. Qu'on ne connaisse une interruption, soit des militaires, soit même un bouleversement par la rue, ou d'autres forces non conventionnelles. Donc je crois que c'est une inquiétude qu'il faut prendre en considération, en compte, du moins, et qui doit nous guider à faire les bons choix. Et pour moi, on a évoqué un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est la Constitution. M. Sissoko le rappelait, on est tous unanimes sur la nécessité de réviser la Constitution. Et encore une fois, je maintiens, je pense qu'au-delà de quelques articles de la Constitution, c'est vraiment l'occasion de débattre, encore une fois, des valeurs, des principes. Moi, c'est une critique que j'entends beaucoup, en dehors de Bamako en particulier. Cette Constitution, honnêtement, le coup d'État de 2012 que M. Sissoko jugeait comme étant le coup d'État le plus absurde. Moi, j'ai vu très peu de gens, en dehors des acteurs politiques, en plus de ceux qui ont contribué à élaborer cette Constitution, défendre la Constitution. Dans les rues de Bamako, bon, les gens ne savaient même pas, en fait, pour eux, la Constitution, la défense de la Constitution, ce n'était pas leur problème. Et ça montre, de mon point de vue, quand même un problème de, je n'ai pas trop le terme, mais d'appropriation. C'est qu'on ne se reconnaît pas trop dans cette Constitution. On ne va pas défendre quelque chose dans laquelle on ne se reconnaît pas ou on se reconnaît très peu. Je crois que c'est important d'évoquer la question de la Constitution pour évoquer aussi tous ces sujets centraux, en fait. Encore une fois, la question de l'État, du rapport de l'État aux citoyens, du rapport entre les différentes institutions, entre l'État et les régions. Et je crois que l'une des erreurs, encore une fois, je le répète, qui a été commise en 2017, c'est d'avoir placé la révision constitutionnelle, alors
consciemment, inconsciemment, dans un processus qui était à la base vicié. C'est que les gens ne se reconnaissaient pas, ils rejetaient, une partie de la population rejette encore l'accord de paix. Donc je crois que le mettre dans ce carcan-là, dans ce cadre-là, était à la base un faux départ. Le deuxième axe ou la deuxième priorité, de mon point de vue, on a suffisamment évoqué, c'est la question de la réforme du système électoral. Il faut qu'on ait un système électoral qui nous permette d'avoir des élections pas seulement crédibles, mais des élections qui font sens. C'est quoi une élection qui fait sens? C'est une élection au cours de laquelle on a une compétition saine entre des gens qui ont des programmes. Ce n'est pas le plus riche qui gagne nécessairement. Ce n'est pas celui qui est capable de se déployer en 2 semaines. Je crois qu'il y a aussi des problèmes avec la loi électorale. Quand vous dites dans un pays aussi vaste que le Mali qu'il y a 1 ou 2 semaines entre le premier tour et le second tour, c'est irréaliste. Et ça, bon, encore une fois, on ne va peut-être pas parler de copier-coller, mais ça renvoie à une certaine pratique dans d'autres pays, notamment des pays moins grands que le Mali, avec beaucoup plus de moyens que le Mali. Donc je crois que ce sera aussi l'occasion peut-être de toiletter un peu la question de notre système électoral. Célia a mentionné la question du renouvellement de la classe politique. Je pense que je ne poserai même pas la question en ces termes-là. Ce n'est pas une confrontation entre les jeunes et les vieux. Ce qui est demandé, c'est vraiment un renouvellement des pratiques politiques. Ce n'est pas tant un renouvellement des têtes. Je pense que ça ne sert à rien de remplacer un vieux politique par un jeune politique qui a les mêmes pratiques que le vieux politique, des pratiques dénoncées. Donc, on ne va pas remplacer la peste par le choléra, pour faire simple. Donc je crois que le renouvellement de la classe politique ou des pratiques politiques en particulier peut aussi passer, ou doit passer même, par une réforme du système électoral. C'est-à-dire quelles sont les innovations que nous pouvons mettre avec la population. Il y a plein d'astuces. Il y a le système des parrainages, il y a bien entendu la question des débats, institutionnaliser les débats, etc. Donc je crois qu'il y a plein d'éléments de ce type. Ce n'est pas les propositions qui manquent, mais il faut être audacieux. Je crois que c'est une occasion particulière. Je ne crois pas à la question du plus jamais ça. Je pense que le plus jamais ça, c'est un slogan. Malheureusement, l'histoire, comme l'a dit M. Sissoko, se répète. Elle peut être tragique, elle se répète. Et donc, il ne suffit pas juste de prendre conscience qu'on a des problèmes à un instant T, se dire plus jamais ça et passer à autre chose. Le plus jamais ça, il faut le concrétiser. Il se concrétise par un ensemble d'éléments. Ça peut être la réforme de la Constitution, ça peut être la réforme du système électoral. Ça doit aussi, bon, on est dans un contexte particulier de grave crise sécuritaire. Alors, je ne partage pas totalement l'avis de M. Sissoko quand il disait que ceux de cette année, enfin, les gens sont dans une situation peut-être plus favorable qu'en 2012. En 2012, vous aviez essentiellement 3 régions qui étaient occupées par des groupes armés qualifiés de terroristes. Aujourd'hui, le nord de Ségou est en plein dans la zone rouge. Donc je crois que l'insécurité s'est propagée dans le pays. On a assisté à des choses qu'on pensait impossibles au Mali. Les conflits locaux, une opposition entre des communautés, bon, tout ça est un peu plus complexe que ça, mais je crois que je ne pense pas que les autorités de cette transition sont dans une situation plus confortable ou plus favorable que les autorités de la transition de 2012. J'ai le sentiment qu'elles ont encore beaucoup plus de défis et c'est ce qui explique aussi les tâtonnements. M. Sissoko parlait de l'absence de faux pas de la junte, mais il y a quand même des tâtonnements et ces tâtonnements s'expliquent aussi par la complexité de la situation politique. Aujourd'hui, vous avez un mouvement, le M5 RFP, qui souhaite quelque part, qui dispute la paternité du renversement ou du départ forcé ou pas d'Ibeka. Donc tout cet environnement politique complexe fait qu'il faut naviguer intelligemment, se donner le temps de faire les choses correctement et je pense que, évidemment, on ne va pas tout faire. S'assigner ces 3 priorités-là, la question de la réforme, l'élaboration d'une nouvelle constitution, la question de la réforme du système électoral, la question de la RSS, parce qu'il faut bien sécuriser les gens, il faut qu'il y ait un investissement important en termes de sécurisation, que ce soit dans le nord et dans le centre. Je crois que ces 3 éléments sont fondamentaux et il faut qu'on arrive aussi à se mettre d'accord sur les actions prioritaires, parce qu'évidemment au sein de chacune de ces priorités, il y a aussi des actions qui doivent commencer maintenant et qui doivent se poursuivre avec les autorités élues. Et je crois que l'aspect fondamental
auquel doit s'attacher cette transition, c'est inscrire en fait ces réformes-là dans une forme d'irréversibilité. Il ne faut pas que le prochain président élu se dise bon, moi je ne suis pas tenu par les réformes ou par les promesses qui ont été faites sous la transition, je passe à autre chose. Et le problème avec les pouvoirs élus, c'est que des fois, ce n'est pas des pouvoirs qui sont là pour faire des réformes, c'est des pouvoirs qui sont là pour faire de la politique avant tout. Merci beaucoup, monsieur Baïka.